Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et maintenant, on va s'intéresser justement, grâce à Maître Bensoussan-Brûlé, des modalités d'application de cette législation. Est-ce que cette législation génère un contentieux important? Est-ce que historiquement ce contentieux était aussi existant, est-ce qu'il remonte à loin, ou est-ce qu'il est récent? Et quel sera l'avenir de ce contentieux? Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier le professeur Chatillon pour son invitation, ainsi que les étudiants avec lesquels j'ai travaillé cette année, et également remercier le public d'être présent aujourd'hui. Donc, en pratique, les types d'affaires qui peuvent se poser à propos du droit à l'oubli concernent essentiellement deux types de contenus diffusés sur Internet. On a d'une part les messages qui contiennent des faits exacts, mais anciens, et qui, par le fonctionnement des moteurs de recherche notamment, sont rediffusés et reviennent par exemple en première page des résultats Google, mais ces messages contiennent des faits exacts mais anciens. Et les deuxièmes types de contenus qui peuvent être concernés sont des messages qui contiennent des propos diffamatoires, injurieux, dénigrants à l'égard d'une personne physique ou d'une personne morale. Et en fonction de ces contenus, les questions juridiques qui vont survenir sont traitées différemment. En ce qui concerne tout d'abord les contenus diffamatoires, injurieux ou dénigrants, il y a une prescription qui est courte. Pour la diffamation, l'injure, c'est 3 mois à compter de la première mise en ligne du message sur Internet. C'est très court parce qu'en règle générale, les personnes découvrent les messages. Ça fait déjà 2 mois qu'ils sont diffusés sur Internet. Le temps de saisir l'avocat, de choisir une stratégie, de rédiger une plainte ou une citation directe ou une assignation devant le tribunal civil. Les 3 mois sont passés et le message, l'action est donc prescrite et le message peut continuer à être diffusé sur Internet sans difficulté, quand bien même les propos qu'il contiendrait seraient inexacts. Donc peut-être que vous le savez, il y a une proposition de loi qui prévoit d'augmenter le délai d'action de 3 mois à 1 an pour les propos diffamatoires et injurieux diffusés sur Internet. En pratique, ça pourrait faciliter ce type d'action pour lesquelles le délai de 3 mois est vraiment très très court pour les victimes et pour les praticiens. En ce qui concerne le dénigrement, donc on n'est pas sur la loi sur la presse, donc l'action est peut-être plus longue, elle est de 5 ans, mais de la même façon, 5 ans, ça peut être court et l'action peut être prescrite et le message contenant des propos dénigrants peut perdurer sur le net. Alors, à ce moment-là, il y a eu des contentieux qui ont, enfin, des personnes, des victimes, notamment des personnes victimes, puisqu'elles bénéficient de la loi informatique et liberté, contrairement aux personnes morales, pour laquelle cette loi n'est pas applicable, puisque seules les personnes physiques peuvent invoquer les dispositions de la loi informatique et liberté, ont tenté de faire supprimer ces messages en invoquant donc ce qu'on appelle le droit à l'oubli sur Internet, mais en pratique, c'était l'article 40 de la loi informatique et liberté qui permet à toute personne physique d'exiger du responsable du traitement que soient effacées les données à caractère personnel la concernant qui sont périmées ou dont la collecte est interdite. Donc là, on était sur la notion de péremption. Alors, en droit, la péremption d'une action, on sait ce qu'on sait par le jeu de la prescription extinctive. En revanche, la péremption d'une donnée à caractère personnel, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, des avocats ont tenté de contourner la prescription de l'action en diffamation ou en injure par le biais de la loi informatique et liberté et de son article 40.
Et le juge n'a pas été dupe. Et on a un exemple d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a estimé que invoquer la loi informatique et liberté alors que l'action en diffamation était prescrite était un moyen d'éluder cette prescription courte qui est là pour servir la liberté d'expression, et donc le juge a refusé d'appliquer la loi informatique et liberté, quand bien même en l'espèce il semblerait que les propos étaient véritablement diffamatoires et donc inexacts, et que si une action en diffamation avait pu être engagée, les propos auraient pu être retirés sur injonction du juge auprès du moteur de recherche ou de l'hébergeur ou de l'éditeur. Mais là, on voit qu'on ne peut pas se servir de la loi informatique et liberté actuellement pour contourner les spécificités procédurales de la loi sur la presse. Alors plus récemment, enfin très récemment même, toujours sur ce type de propos diffamatoires injurieux, le 23 septembre dernier, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, donc c'est la chambre sur la presse, dont les décisions sont très lues, très respectées, à la fois par les cours d'appel mais aussi par les autres juridictions. Et cette chambre a considéré que le directeur de la publication des sites Google Inc. et Google Inc. et Google France pour le service Google Suggest, alors pour ceux qui sont familiers des recherches sur Google, c'est la fonctionnalité qui vous permet, en tapant les premiers mots d'une requête, d'avoir des mots associés et qui sont en fait les mots les plus tapés par les internautes. Et il s'avère qu'en l'espèce, c'était une personne qui, il y a quelques années, avait été poursuivie et condamnée pour corruption de mineurs. Et aujourd'hui, quand on tapait son nom et prénom sur Google et par la fonctionnalité Google Suggest, ces noms et prénoms étaient associés aux termes viol, violeur, sataniste, et il y avait d'autres propos dans ce genre. Et en fait, quand on cliquait ensuite sur la requête, on tombait sur des articles de presse qui relataient cette affaire, ou non d'ailleurs. Et cette personne, en fait, a invoqué cette fois-ci la loi sur la presse en estimant que le fait d'associer son nom à ce type de propos était diffamatoire à son encontre. Et on aurait pu estimer là que le juge... alors, on passe sur le fait que... Est-ce que c'était de la diffamation ou non? C'est pas la question ici, mais on aurait pu estimer que le juge n'aurait pas été sur le terrain de la diffamation et aurait estimé que c'était une affaire exacte qui remonte à quelques années, et si aujourd'hui elle remonte, c'est peut-être parce que les internautes, d'une façon ou d'une autre, s'y sont intéressés. Et il aurait pu estimer qu'on pouvait faire jouer un droit à l'oubli. Finalement, c'est ce qu'il a tenté de faire en disant qu'il y avait diffamation et imposer à Google de supprimer de son service Google Suggest l'association des noms et prénoms de cette personne avec ces termes de viol, violeur, sataniste et autres. Donc là, on voit en revanche que quand on est dans le délai de la loi sur la presse, on peut arriver à... Même si les propos étaient anciens, c'est le fait que la requête, elle, était récente au niveau de la fonctionnalité Google Suggest, même si les messages en tant que tels étaient bien anciens. Mais le juge ne s'est pas intéressé aux messages en tant que tels, mais simplement à l'association du nom et prénom de la personne avec ces termes. Alors ça, c'était pour les contenus diffamatoires injurieux. Mais on a d'autres types de contenus, et notamment qui vont concerner, par exemple, des personnes morales, où les faits sont exacts. Il y a eu une condamnation pénale à propos d'une entreprise il y a quelques années.
où une personne a mis en ligne elle-même des messages qui contiennent des propos exacts. Et quelques années plus tard, elle regrette et elle se rend compte que par le biais des moteurs de recherche ou autres, les propos sont toujours en ligne et facilement accessibles, puisque peut-être que vous-même dans votre pratique, vous vous rendez compte que passer les 3 premières pages de résultats Google, on ne regarde plus après. Première page, deuxième page, voire troisième page, personne n'ira jamais regarder un contenu à la 4e page, on n'est pas sûr de ce qu'on y trouve, donc vraiment les 3 premières pages. Et là, donc les messages remontaient et les personnes ont tenté, alors chacun de faire jouer des articles de la loi informatique et liberté différents. Pour le premier, en fait, c'est une affaire qui concernait un blog sur lequel un opposant au président du Conseil général de Vendée, M. Philippe de Villiers, avait raconté que cette personne avait eu une relation extra-conjugale, alors qu'il était le premier à prôner voilà, enfin, prenez d'autres types de comportements. Et donc, en fait, c'est la soi-disant maîtresse qui, elle, a attaqué l'éditeur du blog, sur lequel, qui était également l'auteur du message. Et elle est partie sur le terrain de votre message constitue un traitement de données à caractère personnel non autorisé. Et je demande par là même la suppression du message. Donc elle n'a pas été sur l'article 40 et sur la péremption des données. Elle a estimé que son nom et son prénom, puisqu'elle était personne physique, qui était citée, constituait un traitement de données à caractère personnel. Et que donc, comme elle n'avait pas autorisé à ce qu'on parle de son aventure avec cette personne, il fallait supprimer le message. Alors là, le juge, donc toujours tribunal de grande instance de Paris, toujours en référé, là on est le 12 octobre 2009, et le juge a estimé que la liberté d'expression était au-dessus de la loi informatique et liberté, que cette affaire-là était connue, et puisqu'elle-même en avait parlé dans un roman, même si elle n'avait pas cité le politique en question ni son nom, et le juge ne l'a pas suivi sur le terrain de la loi informatique et liberté, et en tout cas ne l'a pas suivi sur la notion de traitement de données à caractère personnel sans autorisation de la personne concernée. Un deuxième type d'affaire récent aussi, ça sera la dernière, mais c'est pour vous montrer qu'en fait la loi informatique et liberté par rapport au droit à la liberté d'expression, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc là, toujours tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, on est le 14 avril 2008, et là, on est de la même façon. Alors peut-être que pour les plus anciens, vous avez connu les Usenet, le service Usenet, donc juste avant l'Internet. Et donc là, c'était une personne qui avait mis en ligne des messages sur ce système de forum de discussion Usenet, et qui aujourd'hui sont archivés par le service Google Group de Google. Et autant on a la possibilité de faire effacer ces anciens messages par une des fonctionnalités que Google Group propose. En revanche, on ne peut pas faire supprimer par soi-même des messages dans lesquels on est cité. Et donc la personne où en fait on avait tous les fils de discussion qui remontaient, et où elle avait accepté de parler de sa vie privée à ce moment-là et le regrettait aujourd'hui, avait tenté auprès de Google Inc., hébergeur du service Google Group, d'obtenir la suppression de ces messages. Donc, demande restée infructueuse, elle saisit les tribunaux, et là, ce qui est important dans cette décision, finalement, c'est le juge qui a rendu cette décision. C'est le président Emmanuel Binoche. Donc, de la même façon que quand c'est la 17e, quand c'est le juge Binoche qui rend une décision, on la lit plus particulièrement, on essaye de la comprendre plus particulièrement, et on en tient compte plus particulièrement. Et là,
le président du tribunal de Renaissance de Paris a estimé que la loi informatique et liberté, qui était donc invoquée par la demanderesse, n'était pas applicable au service Google Group. Parce que, pour mémoire, la loi informatique et liberté ne s'applique en France, au terme de son article 5, que si le responsable du traitement est situé en France ou que l'un des moyens du traitement a lieu en France. La demanderesse estimait que comme elle avait saisi elle avait posté son message depuis la France, la collecte avait lieu depuis la France et la collecte est un traitement de données à caractère personnel en tant que tel et c'est pour ça qu'elle revendiquait l'application de la loi informatique et liberté et ensuite son article 40 sur la péremption des données, etc. Et à l'inverse, Google expliquait qu'il n'y avait aucun moyen de traitement qui était mis en France puisque les messages étaient archivés en Californie et que donc il n'y avait pas, la loi informatique et liberté française n'était pas applicable à Google Inc., donc société américaine, dès lors qu'aucun moyen de traitement n'était mis en œuvre en France. Et Google Inc., le juge a suivi l'argumentaire de la société Google Inc. et a estimé que le lieu où avait été le lieu où le dommage avait eu lieu était le lieu des serveurs d'archivage et que ces lieux étaient en Californie et que donc la loi française n'était pas applicable. Ensuite, la demanderesse a tenté de faire jouer l'ordre public en disant la loi française est plus protectrice que la loi californienne, donc vous devez, pour me protéger, appliquer la loi française et le président du tribunal a répondu non. La loi californienne est protectrice des données à caractère personnel. Je ne peux pas faire jouer l'ordre public national et donc je n'appliquerai pas la loi informatique et liberté. Ce litige est soumis à la loi californienne. Ensuite, la demanderesse a été amenée à mieux se pourvoir. Est-ce qu'elle a tenté une action aux États-Unis? Je ne le pense pas. Donc, on voit qu'actuellement, avec ces 4 affaires, systématiquement, sauf pour Google Suggest d'il y a quelques jours, le droit à l'oubli, en tout cas la loi informatique et liberté, n'a pas été appliquée. Donc vous voyez que j'ai pu là vous parler de ces 4-5 affaires, ça veut dire qu'il y en a encore peu et que les justiciables sont plutôt réticents à engager des procédures, notamment parce que si les problèmes se posent, notamment si les éditeurs des sites sont inconnus, on se retournera vers les hébergeurs qui, eux, ne peuvent ne pas être en France et donc ça deviendra compliqué à la fois de faire en sorte que la loi française soit applicable et ensuite de faire exécuter la décision à l'étranger si on est dans des pays où, comme les États-Unis, l'Australie, Israël ou la Suède, où le principe de la liberté d'expression, en tout cas, connaît moins d'exceptions que chez nous en France, où on a cette loi sur la presse et la notion de dénigrement et autres. Donc pour l'instant, les contenus sont... Les affaires sont encore peu nombreuses, mais elles pourraient se développer parce que chacun d'entre vous a déjà dû s'abonner ou remplir des formulaires et vous avez la clause informatique en liberté, la clause dite clause informatique et liberté en bas de chaque formulaire de collecte qui vous informe sur le nom du responsable du traitement, la finalité du traitement et vos droits donc d'accès notamment, de rectification et le lieu, la façon dont vous pouvez exercer ces droits. Et la proposition sénatoriale prévoit qu'il sera imposé aux responsables du traitement de préciser dans cette clause la durée de conservation des données dans le fichier. À ce moment-là, on saura que les données devront être collectées, puisque pour l'instant on ne le sait pas. La CNIL le sait, ou la loi le prévoit, mais le justiciable, le citoyen ne le sait pas. Donc là, il pourra savoir si elles vont être collectées 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et s'il se rend compte
qu'au-delà de cette durée, ces données sont toujours collectées. Il ne faut pas oublier au niveau contentieux que pour les responsables du traitement, conserver des données au-delà de la durée précisée par la réglementation ou dans la déclaration ou la demande d'autorisation à la CNIL est passible de sanctions pénales. C'est l'article 226-10 du Code pénal que beaucoup ont tendance à oublier et qui punit, alors les sanctions, je ne les ai plus en tête, je vais vous les dire, 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour un responsable du traitement qui conserverait des données au-delà du délai légal ou du délai auquel il s'est engagé. Donc on pourrait estimer que dès lors que les justiciables seront informés du délai de conservation, se rendraient compte qu'il n'est pas respecté, pourraient aussi partir sur le terrain du droit pénal. Voilà.